Si Brigitte n'est pas Jean-Michel et qu'il y a donc un Jean-Michel et un Brigitte, et que Brigitte c'est Brigitte et que Jean-Michel est toujours vivant et que c'est son frère, la moindre des choses qu'il peut faire pour aider sa sœur, qui est première dame, bien que ce terme ne veuille rien dire en réalité constitutionnellement, c'est de venir se présenter. Tu sais, rappelle-toi à un moment donné, quand Dominique Baudis est venu au journal de TF1 pour essayer de déminer l'affaire qui était l'affaire Allègre, l'affaire du donjon de Toulouse, il a mouillé le maillot. Pourquoi le petit gros ne vient pas mouiller le maillot pour aider sa sœur, tu vois? C'est aussi simple que ça. Le reste, après, on peut rajouter tous les morceaux. Par exemple, en ce moment, Brigitte a dit un truc qui, à mon avis, c'est quelque chose qui lui a échappé, qu'elle avait été étudiante en Algérie à une certaine époque. Alors maintenant, il y a des gens qui regardent quel âge elle aurait eu. Elle aurait eu, si elle est ce qu'elle prétend être, elle aurait eu 9 ans. Est-ce que tu peux avoir 9 ans, même si tu es très très doué, et être étudiante en Algérie à l'âge de 9 ans? Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si elle n'était pas Brigitte, mais Jean-Michel, là, ça cadre, tu vois? Le féminisme féminisant est un féminisme de bon sens. Il est utile que les femmes aient accès aux politiques, car elles amènent le point de vue de la femme, qui est un point de vue moins belliqueux, plus négociateur, plus psychologique. Donc, et là, on est dans l'idée d'une complémentarité homme-femme, et dans l'idée d'ailleurs du couple originel. C'est-à-dire que aussi le féminisme est la conséquence de la montée de l'individualisme. C'est-à-dire que, originairement, la catégorie initiale, on va dire même c'est l'androgyne primal, hein, c'est le couple, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont complémentaires et ils produisent l'humanité, ils produisent l'histoire. Je rappelle radicalement, et ça nous amènera au sujet de la PMA et de la GPA, que quand vous séparez les hommes et les femmes et que vous en faites des ennemis en guerre, c'est-à-dire la lutte des sexes, l'humanité disparaît parce qu'ils ne font plus d'enfants. Pour qu'il y ait une génération, c'est-à-dire de l'humanité et des enfants, il faut que la femme et l'homme s'aiment. Et s'aiment pour leurs différences et leur complémentarité. La guerre des sexes produit l'extinction de l'humanité, sauf effectivement transhumanisme, c'est-à-dire que les enfants sont produits dans des machines. On n'y est pas encore. Mais tout ça s'articule très bien. On voit très bien que ce féminisme de guerre masculinisant induit des tas de conséquences. Hein. Un quart des femmes travaillent parce qu'elles sont obligées de travailler, et il y a beaucoup de femmes qui aimeraient pouvoir rester au foyer, mais aujourd'hui on ne peut plus faire vivre une famille avec un seul salaire, et qu'il faut 2 salaires, et si ça a bougé, c'est pas parce que les hommes et les femmes ont fait bouger les choses, c'est parce que les rapports de production et la société a bougé, qu'il y a eu le développement du secteur tertiaire, qui sont des emplois de bureau profondément unisexes, et qu'on a mis les femmes au travail parce qu'on les payait moins cher, et qu'elles pouvaient faire des travaux qu'elles n'auraient pas pu faire dans l'agriculture, par exemple, précédemment, secteur primaire et secondaire. Et ça, c'est remettre les choses à leur place. Homme-femme, c'est un mensonge. Dans les rapports sociaux, il y a les riches et les pauvres. Si dans le temps les femmes faisaient la vaisselle, c'est parce que les hommes de leur côté assumaient le bricolage, le bois, le charbon, la réparation du toit de la maison, et qu'effectivement aujourd'hui on vit dans des immeubles avec du chauffage au sol, etc. Et que les mecs ne font plus grand chose d'autre que de boire de la bière et de regarder le foot, et donc les femmes ne voient pas pourquoi elles feraient la vaisselle, puisqu'ils font plus le bricolage. Mais dans le temps il y avait quand même une réciprocité, un couple c'était une petite unité de production, et c'était une petite PME dans laquelle la femme avait beaucoup de pouvoir. Et aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui avant servaient la soupe à leurs enfants, et qui aujourd'hui servent la soupe au patron, qui n'est même pas leur mari. Voilà. Les femmes ont toujours travaillé. Hein. La maternité, le maternage, le foyer, c'est un travail. Hein. Il n'y a que les bourgeoises qui n'ont pas compris effectivement que c'était un travail, parce que les bourgeoises féministes, ce travail est fait par la bonne, hein, et l'employé de maison. Donc elles ont dit on accède enfin au travail. Elles n'ont pas vu qu'il y avait des lavandières, que dans les entreprises familiales qui sont des entreprises de couple, l'homme et sa femme travaillent ensemble. En général, la femme à la comptabilité et à la caisse et le mec à la production. Il faut regarder ce que c'est qu'un couple traditionnel de menuisier, ou même d'ailleurs ça existe encore dans la restauration. Il y a la femme à la caisse et le mec aux cuisines. Donc en fait, quand les féministes ont dit nous avons enfin accès au travail, c'est parce qu'en fait c'est pareil, c'est du privilège de classe bourgeoise non su. Et quand la femme bourgeoise dit qu'elle accède au travail, c'est pas au travail de caissière ou de femme de ménage. Hein. C'est à des travails peu fatigants, rémunérateurs et symboliquement valorisants. Volonté de destruction et une impunité de l'État d'Israël qui est qui est choquante pour ceux qui comprennent pas, et qui révèle un rapport de force. Hein. Un rapport de force, c'est que ces gens-là se permettent absolument tout. Et là, pour pouvoir tuer Nasrallah, ils ont eu recours à des bombardements d'une puissance avec un pays qui n'est pas officiellement en guerre avec eux, qui est sans commune mesure par exemple avec la manière dont Poutine gère le conflit ukrainien. On voit bien qu'il y a vraiment un 2 poids 2 mesures. On critique beaucoup, par exemple, l'action militaire de Poutine, qui est quand même bien plus mesurée. Et là, il y a au pire un silence gêné et au mieux des applaudissements quand on voit la manière dont l'État d'Israël, qu'on peut appeler l'entité pour certains, gère la question des Palestiniens de Gaza et la question
comment dirais-je, du Liban et précisément du Liban Sud, quoi. C'est très très incroyable. Alors on peut dire que ce sont des victoires qui peut-être vont finir par leur coûter cher, parce qu'en fait, plus ils tapent, plus ils tuent, plus ils s'isolent en fait on va dire du monde civilisé entre guillemets, en tout cas au moins sur le plan des déclarations, et puis les opinions publiques mondiales, hein, qui se réduisent pas à, comment dirais-je, aux vassaux de l'Occident américano-sioniste, sont de plus en plus choqués et finissent de plus en plus par admettre effectivement qu'il y a un vrai problème, qui est un problème, je dirais, mondial maintenant, avec Israël, et derrière avec la vision. Et je voulais vous faire réagir là-dessus dans cette première partie. Plus l'Israël gagne contre le Hamas, plus en fait Israël se détruit. Hein, parce qu'en fait son extrémisme guerrier a des conséquences terribles, d'abord sur son économie, sur le fait que les intelligences qui veulent une vie agréable quittent Israël pour ne laisser que les fanatiques, et que c'est ce qu'on peut appeler le coût de la victoire d'une certaine manière. C'est-à-dire que même si Israël gagne sur le Hamas, simplement le fait de la durée du conflit et des enchaînements que ça produit condamne Israël à terme. Et simplement, c'est ce qu'on peut appeler le concept d'autogénocide israélien, que comprennent très bien les Israéliens intelligents, et aussi d'ailleurs les Juifs qui commencent à se dire que, si je veux prendre une phrase très simple, Hitler leur a permis d'acquérir Israël, mais Israël risque à un moment donné de ramener Hitler. Hein, là aussi, toujours la dialectique. Mais je voulais vraiment qu'on décrypte ça parce que ça me paraît extrêmement important. Tsahal, c'est ontologiquement la fusion de deux organisations terroristes, l'Irgun et l'Haganah. Dès le début des années 20, dans cette période-là, vous avez des confrontations entre les juifs locaux, les véritables juifs de Palestine, et les juifs qui viennent de l'extérieur, et les juifs d'importation. Et vous avez aussi un début d'organisation des Palestiniens, l'association islamo-chrétienne des Palestiniens chrétiens et musulmans qui s'organisent pour s'opposer à cette future colonisation qu'ils voient venir. Et ça s'est confirmé par l'histoire. Et il faut parler également des organisations terroristes, juives terroristes, qui sont très actives et dont le rôle est de chasser les Palestiniens et de leur prendre leurs terres. Et avant que j'oublie, ces organisations terroristes s'appellent la Haganah, et la Haganah va donner naissance à l'Irgun, et l'Haganah et l'Irgun vont fonder Tsahal. En fait, Tsahal, c'est ontologiquement la fusion de deux organisations terroristes, l'Irgun et l'Haganah. Poutine, son pays n'a plus aucune dette, il a remboursé la totalité de la dette depuis plusieurs années, et quand tu n'as plus de dette, tu ne dépends plus du banquier, donc tu as le vrai pouvoir, tu vois. C'est ça. Et on dit, c'est un ennemi de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi de la démocratie? C'est soit un militaire ou un religieux, donc tu prends République islamique d'Iran, tu vois, Russie, qui a remboursé la dette et qui donc a réellement le pouvoir. Et donc les démocraties, c'est-à-dire les obligés de la banque, le désignent comme dictateur, tu vois, ennemi de la démocratie, parce qu'effectivement c'est chiant, un mec qui n'obéit pas à la banque, tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, tu remarques que dans l'axe du mal, t'avais Kadhafi, t'avais l'Iran, t'avais la Russie. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils avaient zéro dette. Et donc d'être indépendants du pouvoir de la banque, on va dire mondiale. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir bancaire mondial? Excuse-moi, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on peut appeler la puissance Rothschild, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dois de l'argent à la banque, tous les budgets qu'on appelle l'État-providence, ils sont bouffés par le remboursement de la dette. Et moi, mon boulot, c'est de faire ressortir ces vérités qui sont finalement assez simples en réalité, tu vois, mais qui sont fondamentales. Et là, quand tu dis ça, tout le monde ferme sa gueule, hein, parce que c'est inattaquable, tu vois. Le seul moment où il n'y a pas eu de guerre engagée par la présidence américaine depuis Reagan et les deux Bush, c'est sous le mandat de Trump. Ça, c'est quand même... Il n'y a pas à spéculer ou à réfléchir sur des phrases. Il n'a pas envoyé de troupes. Alors que Obama, dès qu'il est arrivé avec sa gueule de mec de gauche noir, on lui a filé un prix Nobel et il a continué toutes les guerres impériales qui avaient été initiées à partir de l'époque Reagan. Et c'est quand même ça qu'il faut regarder. C'est pas regarder l'apparence du spectacle, c'est regarder ce qui pèse réellement, ce qui fait sens. Il a été trahi quand même par les républicains. Il avait ses ennemis et puis les traîtres. Et je crois qu'il est... Évidemment, il y a le problème de la limite d'âge. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la limite d'âge, la fatigue physique, parce que c'est quand même, il faut être un colosse physiquement pour faire une campagne présidentielle et gérer un pays. Il approche des 80 ans, je crois, enfin, pas mal. Il y a ça, et puis l'assassinat. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la solution souvent, c'est la solution radicale, c'est
c'est l'assassinat de l'opposant politique. Hein. C'est quand même on a beaucoup plus tué de chefs d'État dans l'Amérique démocratique que dans la Russie, même la Russie soviétique, je crois. Hein. Il n'y a pas eu un chef d'État qui a été assassiné. Ouais. Tout ça est caché par le prestige de Hollywood, hein. Mais en réalité, on tue beaucoup, hein, aux États-Unis. Et n'oubliez pas que Trump a quand même échappé à déjà 2 tentatives, hein, et qu'il y en a qui ne voient que ça comme solution, parce que derrière le ricanement de Kamala Harris, la vraie solution, c'est que sans Trump, il faut un leader, hein, même s'il y a les réseaux, s'il y a les forces historiques, les réseaux, les rapports de classe. L'abbé Pierre avait accepté un pacte qu'on peut estimer être un pacte un peu diabolique, c'est qu'il servait contre rétribution de blanchisseuse d'argent sale de ce qu'on appelle le sentier. Hein, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce dossier-là. Si des journalistes d'enquête veulent travailler, et c'était une de ses fragilités. Je rappelle que le blanchiment d'argent sale est une des fonctions des clubs de football. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit des spécialistes du schmatos se retrouver à la tête de clubs de football, notamment le PSG à certaines époques, parce qu'en fait, ça permet la double billetterie, ça permet de blanchir de l'argent sale, tu vois, fiscal, etc., etc. Et il y a le cinéma aussi. J'avais discuté avec un des gradés de l'équipe Doyon quand je lui posais la question, parce que j'ai fréquenté tellement de gens et j'ai parlé tellement de sujets depuis tellement longtemps que je connais bien beaucoup de sujets simplement par la praxis, comme on dit. J'avais dit comment ça se fait que Doyon peut faire film sur film alors qu'il n'y a jamais eu une entrée. Il me dit Alain, je vais t'expliquer un truc, c'est que les films de Doyon, comme la Fondation Emmaüs, sert de blanchisseuse à l'argent sale du sentier.